Bonjour Jean-Luc Penning, bonjour Olivier Amand. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Vous vous présentez en quelques mots? Alors je commence. Oui. Allez-y. Alors Olivier Amand, donc moi je suis chercheur, biologiste, je travaille sur les plantes. Et puis j'ai une autre casquette qui est d'être directeur de l'Institut Michel Serres, qui travaille sur la relation humanité-nature. D'accord, merci beaucoup. Et vous? Et moi, Jean-Luc Penning, au départ, moi je suis bio-ingénieur, ingénieur agronome. Et bon, la vie m'a amené à être coach. Maintenant, je suis coach PCC et formateur. Je travaille pour différentes écoles. Je fais des ateliers d'accompagnement. Alors, en parlant d'atelier, j'ai envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Jean-Luc Penning, vous avez proposé un atelier assez particulier. Vous nous en racontez les messages principaux? Ah ben, en deux mots, l'atelier, c'était les racines dans le noir. Et l'idée, c'était de faire vivre les coachs, un coaching, mais dans le noir, avec là, ils avaient des bandeaux sur les yeux, et de les amener à avoir une autre perception, à faire travailler d'autres sens, et, oui, et dans les échanges, et amener, et ça a été très très chouette parce que allez, il y a eu vraiment des prises de conscience et des gens. Après, il y a des coachs qui nous disent maintenant, je vais travailler que par téléphone parce qu'ils disent ça donne mieux, ça allait beaucoup plus loin les coachings. Et c'était vraiment une très très chouette expérience. En Et quoi puis ça... faire confiance aussi. Il fallait les guider, les amener dans une salle qu'ils ne connaissaient pas, dans le noir. Et, Ça va plus loin, notamment sur la confiance qui se crée. Oui. C'est ça. Oui, oui, parce qu'en plus de ça, c'est nous, on les a guidés. C'est moi aussi, moi qui suis non-voyant, qui les ai guidés sur les tables, et des gens qui les guidaient, ils ne savaient pas du tout. Donc il faut les toucher, il fallait se tenir, trouver la chaise. Et donc voilà, ça a amené, oui, oui, à cette histoire de confiance et de parler à des gens. C'est pas à qui on parle, mais je vous prie de croire que ça a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de cœurs. J'imagine. Et qu'est-ce qui vous a poussé à proposer ce sujet? Mais tout d'abord, bon, il y a mon état. Moi, je suis aveugle, j'ai perdu la vue, j'avais 35 ans, j'ai eu un grave accident. Et bon, évidemment, je connais le cas, mais l'idée, c'était surtout pas de dire il faut vivre comme moi. Non, l'expérience, c'est comme je suis formateur en coaching, je fais souvent l'expérience, comme ça, je fais des formations à distance. Et de temps en temps, je dis, quand on fait des cas de coaching, je dis, tiens, mais si vous essayez, en fait, sans voir. Et chaque fois, j'ai des retours terribles. C'est incroyable. Tel que? Et pas tel que, ben, c'était plus loin, j'étais plus fort. Et j'ai entendu les émotions, je les ai accueillies beaucoup plus. C'est incroyable. Bon, moi, je suis obligé de travailler dans le noir. Et bon, voilà, je suis toujours en pleine présence. J'ai pas le choix. Je peux pas prendre de notes. Et je trouve, en fait, quelque part, je l'ai pas fait exprès, mais je me rends compte que c'est une force. Et ça peut être très, 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 très fort. C'est une force. Et les gens s'aperçoivent qu'ils sont plus connectés à leurs émotions. Pour le grand public, cette histoire d'être plus connecté aux émotions, c'est pas forcément quelque chose avec lequel la plupart des gens sont à l'aise, quelque chose de clair. Comment vous pouvez leur expliquer en quoi c'est important d'être plus connecté à ses émotions? Les émotions, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est neurosciences, etc. Mais c'est simple, les neurosciences, c'est la base. Hein. On vit des émotions. Nous sommes des animaux, on va en reparler certainement après, on reste des animaux. Et c'est les émotions qui nous dirigent. Donc, quand on travaille, on coach quelqu'un, on accompagne quelqu'un, ben, aller dans les émotions, c'est l'essentiel parce que j'allais dire, c'est les tripes qui parlent, c'est le cœur, c'est le fondement de la personne qui parle. Et pour moi, c'est fondamental en coaching d'aller creuser, d'aller au fond, aux racines. On revient à la notion de racine de tout à l'heure. Et quand quelqu'un n'a pas conscience de ses émotions, il passe à côté et il est perdu, il est dirigé par quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce qu'il est moins dans l'authenticité et qu'on se connecte Voilà. mieux par l'authenticité, par des relations vraiment authentiques plutôt que Tout des à rôles. fait. Tout à fait, C'est exactement. Et on est dans une société du voir, de se montrer. Ouais. Et je vois surtout, bon, je peux en parler, pour nous les hommes, les mâles, c'est très difficile de parler de nos émotions et d'aller chercher de temps en temps, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça secoue parfois, hein. Ça secoue, mais c'est important. Alors, important. les choses qui secouent, c'est intéressant quand même de vous poser la question. Comment vous avez surmonté les grands obstacles dans votre vie? Alors là, je ne sais pas, est-ce que je les ai surmontés d'abord? C'est une bonne question. J'ai été plus loin et je ne m'y suis pas arrêté. Donc,
Quelle force vous êtes allé chercher en vous pour arriver à être qui vous êtes aujourd'hui? Je ne sais pas. Et si J'ai vous pas de réponse. réfléchissez? C'est venu comme ça. Parfois, les gens me disent « Ah, mais Jean-Luc, tu as un parcours de résilience. » mais on est tous... on l'a tous été. Hein. C'est quoi être résilient? C'est se relever une fois de plus qu'on est tombé. Et on l'a tous fait. Quand on avait 1 an, 2 ans, on s'est mis debout, on a marché, puis on est tombé, on s'est cogné à la table. Mais que je sache, on est encore debout maintenant. Et c'est ça. Et c'est de... Mon parcours, c'est à 35 ans, je dois tout recommencer à zéro, je dois effacer. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je fais comme tous les enfants, comme tous les êtres vivants. J'essaye et je me trompe et je me casse la figure, ben, je me redresse, j'essaie autre chose. Et tout doucement, les choses se mettent en place. C'est comme ça que je suis arrivé au coaching. C'est des choses qui sont construites tout doucement. Vous décrivez, j'ai l'impression, ce que les Anglais appellent le test and learn. Oui, c'est ça qui vous a beaucoup aidé. Essayer, recommencer ce qui marche, faire différemment ce qui ne marche pas. Et on ne sait pas, et avoir confiance. Je dis j'essaye, ben oui, je vais peut-être. Et la confiance qui revient. Et alors Ok, d'accord. Okay. Oui. D'accord, merci beaucoup. Vous allez présenter un atelier en commun avec Olivier Amand. Olivier, vous nous parlez de la nature comme source d'inspiration du leadership. Je crois que c'est le titre de l'atelier que vous allez animer en commun. Oui. Ben, Jean-Luc vient d'en parler très bien. Hein. Les êtres vivants, c'est trop facile, hein, c'est votre tour. C'est mon tour, oui, c'est ça. Mais c'est vrai, les êtres vivants se construisent sur essais-erreurs et plutôt sur des contre-performances. Les êtres vivants se construisent sur leur vulnérabilité, sur leur contre-performance, sur leurs points faibles. C'est ça qui se passe chez les êtres vivants. Un exemple typique, c'est il y a beaucoup de redondance dans les êtres vivants. Il y a beaucoup de feuilles sur un arbre. Ça, c'est une contre-performance. Nous, on est plutôt, les humains, on a plutôt tendance à faire sauter les doublons, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup d'incohérence. Tout ça, c'est des contre-performances. Et ça met du jeu dans les rouages. Et c'est ça qui permet au système d'être robuste, quoi. D'accord, ok. Et quel est, en dehors du message là que vous nous avez parfaitement bien décrit, d'autres messages vraiment clés de l'atelier que vous co-animez avec il y a un message qui va avec, c'est en gros, on est dans un culte de la performance. On peut le dire comme notre ça. Société. Notre société, voilà, notre société néolibérale, on pourrait le dire comme ça. Elle est obsédée par la performance. La performance induit la compétition et la compétition induit la violence. Vous voyez, c'est toute la sémantique du réarmement, par exemple. Ça, c'est de la violence. Alors du coup, ce que nous propose la nature, et pour les leaders, c'est de changer de posture. C'est de passer d'une posture du pouvoir à une posture de puissance. Alors c'est quoi ça Alors ça, c'est intéressant. Quelle différence vous faites entre les deux, de façon la plus simple possible pour que quelqu'un qui ne connaisse rien au coaching comprenne? C'est tout simple. Le pouvoir, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et dans la prédation. C'est quelqu'un qui est un meneur au service de son pouvoir, donc qui stérilise un collectif pour son pouvoir. Donc il est dans le contrôle, dans la prédation. Je pense que tout le monde a des images en tête de personnes qui sont dans le pouvoir. La métaphore me semble claire. Voilà. Donc du coup, la puissance, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui est un facilitateur. Donc c'est quelqu'un qui met en résonance, qui stimule les initiatives locales. Alors mettre en résonance, je pense qu'il y a plein de gens qui sont perdus. Qui mettent en interaction, on va dire. Voilà. Ah. En gros, voilà, c'est quelqu'un ou quelqu'une évidemment, qui va plutôt stimuler les initiatives locales. Donc c'est l'agroécologie, c'est l'habitat participatif, c'est le tout réparable. Tout ça, c'est de la puissance. Mais c'est contre le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir rend impuissant. Quand on a le pouvoir, on stérilise toutes ces initiatives-là. Et du coup, on rend impuissant le collectif. Le collectif, voilà, et toutes ces initiatives qui en émergent. Et du coup, ce que je trouve très engageant, c'est que on est en train d'arriver à la fin du monde de la performance. Le culte de la performance arrive à un moment de délire de la performance. Il faut penser à Elon Musk et ses fusées, à Poutine. Enfin bon, il y en a vraiment plein. Hein, ça déborde. Hein, ça déborde. J'ai d'autres exemples. Voilà, c'est ça. Si tu veux. Vas-y. Non, j'en ai une centaine. Mais oui, bon, on va pas commencer. On va pas faire les listes après. Je crois qu'on a compris. Mais et puis on ne va pas se faire trop d'ennemis non plus. Non, mais pour moi, c'est presque positif. C'est-à-dire que quand ça devient à ce point délirant, c'est que c'est le champ du cygne. Et donc le monde qui vient, c'est moi ce que j'appelle le champ du cygne. C'est la fin, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment le délire. C'est une trajectoire exponentielle, quoi, qui finit par exploser. C'est vraiment les projets très performants. Ce sont tous des projets de mort, hein, quand même. Hein. Elon Musk qui fait sa fusée pour aller sur Mars. Mars, c'est une planète morte. Mark Zuckerberg qui fait un bunker à Hawaï, c'est un tombeau. C'est que des projets de mort. Hein. Neom, une ville dans le désert. Enfin bon, là, je ne vais pas faire la liste là aussi. Donc en fait, les projets de vie, ce sont des projets robustes.
c'est-à-dire qui se construisent sur les fluctuations. Par exemple? Par exemple, c'est ce que je disais, l'agroécologie, voilà, dans toute sa zoologie, hein, la permaculture, les jardins créoles aux Caraïbes, il y a toute une variété comme ça de projets d'agroécologie. Le tout réparable, l'économie de la fonctionnalité, les sciences citoyennes, l'habitat participatif, il y en a plein. Et c'est toujours la même chose, hein, c'est basé sur de la coopération, c'est-à-dire qu'on va contre son projet individuel pour alimenter le projet collectif. Et ça, c'est le monde qui vient, qui est déjà qui est là de façon assez massive. Hein. Il est juste sous le radar, parce que les très performants prennent toute la place médiatique, hein, notamment. Mais ils sont en train de se planter. À la prochaine crise, les très performants, ce sont aussi les plus fragiles, donc ils seront balayés. Hein. Donc du coup, c'est ça qui est, je trouve, plutôt chouette. Vous pouvez, les très performants, ce sont les plus fragiles? Absolument. La Vous performance, pouvez clarifier ça? Alors, ça se dit en deux mots, hein, optimiser, fragilise. Quand on optimise, on fragilise. C'est-à-dire que plus on augmente dans la performance, et plus on s'enferme dans une voie étroite. Dans un monde qui devient très fluctuant, ça n'a aucun sens. Vous avez un exemple concret? Il y en a tellement. Allez, oui, du coup, j'en ai Ou trop. Jean-Luc, peut-être, vous pouvez venir à sa rescousse? Mais non, moi, l'idée, c'est le droit à l'erreur. Quelqu'un qui est dans l'optimalisation, il n'a plus le droit à l'erreur. Il doit être parfait, tip-top, et il ne s'en sort plus. Et il perd toute cette notion de flexibilité et de retour en arrière. Il est coincé complètement. Et il n'est plus dans le test and learn. Il n'est plus dans j'essaye. Il n'est plus dans l'exploration. Il est dans je fais et tant pis si ça explose. Et il y a une chance sur deux que ça s'écrase tout à fait, que ça disparaisse. D'accord. Un autre exemple de canalisation au sens littéral du terme, c'est le canal de Suez, pour sortir des humains. C'est une optimisation. Vous nous décrivez ? C'est un canal qui optimise le transport maritime international. Du coup, on s'est habitué à avoir un flux de bateaux à une certaine fréquence, à une certaine performance. Et le jour où il est bloqué parce qu'il y a un porte-conteneur qui se met en travers, d'un seul coup, l'Europe se rend compte qu'elle dépend de la Chine et de l'Inde pour ses médicaments. C'est une fragilisation. Et donc, ce monde de l'hyper-performance, c'est un monde hyper fragile. Et c'est ça qui est plutôt une très bonne nouvelle, finalement. On va changer de monde. D'accord. On va changer de monde. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment fort que vous avez vécu, soit dans votre pratique de coach, soit dans votre pratique Olivier Amand? Et je vais commencer par Jean-Luc Penning, avec votre pratique de coach. Un moment fort, je vais vous dire, c'est peut-être présomptueux, mais il n'y a que des moments forts. Mais c'est vrai, parce que moi, je trouve, ce que j'adore au coaching, c'est que quelqu'un vient, je dis déjà quelqu'un qui, quand il rentre dans mon bureau, c'est qu'il a dit, j'ai un doute, j'ai une réflexion, il a vu sa faiblesse quelque part, il ou elle, bien entendu, et il s'est rendu compte, j'ai besoin d'être accompagné. Et pour moi, il a fait 99% du chemin. Après, c'est quoi? C'est juste l'accompagner dans ses réflexions, dans ses réflexions, dans ses regards intérieurs, pour aller plus loin, pour dépasser ses éventuels doutes, ou même pas, j'aime pas le mot dépasser, pour les intégrer et avancer avec ses doutes, avancer avec ses faiblesses et aller plus loin. Donc, alors concrètement, comment on intègre ces doutes? Pardon? C'est facile à comprendre ça. Comment on intègre ces doutes? Ils sont là, pourquoi se battre contre? Donc c'est l'acceptation dont vous parlez, c'est ça? Pardon? C'est l'acceptation dont vous parlez? J'aime pas le mot accepter. Alors, par quoi vous remplacez? C'est parce que quand on m'a dit, moi je me suis retrouvé, je vous ai dit, aveugle à 35 ans, on m'a dit, mais j'étais pas bien, évidemment, et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça va prendre 10 ans pour accepter. Et cette personne qui m'a dit ça, elle avait raison, dans la mesure où ça prend du temps. Mais accepter, j'accepte pas. Il y a des choses qui sont inacceptables. Et pour moi, accepter, c'est baisser les bras. Et je suis passé de l'acceptation à l'accueil. Et l'accueil, c'est ouvrir les bras. Et je prends. Et je peux le dire franchement, voilà, je suis aveugle. Je vous prie de croire, c'est pas gai de se retrouver aveugle. Mais ça fait partie de moi. Est-ce que je vais passer mon temps à me battre contre ça? Ça fait partie de moi. Je l'ai accueilli, je l'ai même intégré. C'est un de mes piliers. C'est pas mon pays préféré, je vous garantis. Mais il est là. Et j'avance avec. Je ne vais pas me battre contre des choses qui sont là. Donc, quelqu'un qui rentre dans mon bureau qui dit « j'ai des doutes », je dis « ben oui, et alors ?» Et alors, tu as des doutes? Ben oui, tu es un être humain. J'espère bien que tu en as. Tu n'en aurais pas, tu serais Superman et j'aurais rien à faire avec un Superman dans mon bureau, un coach. Donc, tant mieux, tant mieux. Donc, c'est accueillir ses doutes et ses vulnérabilités pour avancer avec au lieu d'avancer contre. Mais bien sûr. Et les intégrer. On est là, on est des êtres humains, j'espère.
Enfin, voilà, c'est mon approche. Et C'est c'est très quelque clair. part en quoi je me suis retrouvé quand j'ai entendu Olivier à la radio. Je me dis, mais oui, en fait, il a mis des mots sur ce que je vis et ce que j'accompagne. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire. C'est pour ça que voilà. Alors Olivier, vous trouvais ça. rebondissez sur ce que vient de dire c'est vrai que Penning. l'accueil, c'est génial. Hein. Enfin, franchement, Mhm. c'est une approche, voilà, c'est une approche de puissance. Très clairement, ça. Mhm. On multiplie les interactions, on les diversifie. Mais si, alors moi, si je devais donner un exemple de moment fort, ça va être plus externe, on va dire, mais c'est quand j'ai lu Darwin, en fait, L'origine des espèces. C'est que Darwin, donc c'est un texte de 1859, et Darwin, on nous dit qu'il a écrit un texte pro-compétition, finalement. La survie des plus forts, la survie des plus adaptés. Enfin, c'est vraiment la guerre de tous contre tous, quoi, hein, si on suit la doxa pro-darwinienne, quoi. Alors, quand on lit Darwin, et vraiment j'encourage tout le monde à lire Darwin, on se rend compte que Darwin, il était obnubilé par les organes rudimentaires. Donc, les organes rudimentaires, chez nous, c'est le dernier orteil, c'est les dents de sagesse, c'est l'appendice, donc c'est des trucs qui servent à rien, quoi. Tous ces trucs-là, ils servent à rien. Et pour Darwin, c'est extraordinaire parce que ce sont les leviers de l'évolution. Donc c'est des choses qui sont inutiles, mais justement parce qu'elles sont inutiles, c'est elles qui nous font progresser. Encore une fois, les êtres vivants se construisent sur leurs points faibles. Et ça, pour moi, ça a quand même été une claque, parce que non seulement ça m'a donné une autre idée de la biologie, que celle qu'on m'avait endoctrinée finalement dans mes études, hein, aussi, hein. Et puis aussi, c'est extrêmement positif, quoi. C'est accueillir ses vulnérabilités Vous comme des pouvez forces. clarifier un tout petit peu les dents de sagesse, Les dents de sagesse, c'est les dents qu'on a au fond, qu'on enlève. En qui fait, servent à rien et qui nous permettent d'avancer, c'est ce que vous avez dit. Oui, voilà. Alors, En fait, en quoi? Parce qu'en fait, vu qu'elles ne servent à rien, on les laisse tranquilles au cours de l'évolution. Donc elles peuvent évoluer, elles peuvent changer de forme. Si notre petit orteil il est plus ou moins gros, ça ne va pas changer grand-chose à notre vie, quoi. Mais par contre, peut-être que dans des millions d'années, ça sera le pouce préhenseur du futur, quoi. C'est sûr que peut-être que notre dernier orteil, ce sera l'organe le plus important, enfin un des plus importants qu'on a dans notre corps. Alors ce sera pas des humains, hein, ce sera autre chose, quoi. Mais c'est le levier de l'évolution. En fait, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait du jeu. Et du jeu, vraiment pas du JE, hein, du JEU. Il faut qu'il y ait du jeu. Ouais, vous faites bien préciser. Voilà. Et du coup, ça c'est extraordinaire. C'est l'accueil des vulnérabilités qui font la transformation. Et je pense que vous avez très très bien expliqué votre propos de ce point de vue-là. Qu'est-ce que la vie vous a appris que vous auriez envie de transmettre chacun? Jean-Luc? Quelle question. Plein de choses, mais si, moi je reviens à ça, c'est cette idée d'arrêter de se battre contre des choses et intégrer, de revenir à l'être humain. On est des animaux, on est des êtres humains et avançons avec ça. Et c'est tellement plus riche que de se croire des Superman ou des gens extraordinaires qui dominent le monde, etc. La nature a tellement de choses à apprendre, on est tellement bien avec elle. Pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a tout autour de nous et on veut voir ailleurs, je sais pas. Revenir Ça, à des peut-être fondamentaux, c'est ça? Pardon? Revenir à des fondamentaux. Oui, pourquoi aller... Enfin, je sais pas, je vais revenir sur les grands principes, mais l'amour, l'amitié, enfin, des trucs, des rencontres extraordinaires. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre pour vivre? On a tout l'essentiel qu'elle a, mais on oublie de le regarder. J'aime bien de temps en temps prêter mes lunettes à des gens, dire, si vous regardez un peu ailleurs, il y a peut-être des choses intéressantes. Super. Et vous, Olivier? Moi, ce que la vie ou l'étude de la vie m'a apporté, c'est cette idée que, en fait, quand on est obnubilé par l'abondance, par le confort, en fait, les êtres vivants, quand ils sont dans le confort, dans l'abondance, ils font de la compétition. Et ça, on le voit partout, dans nos environnements professionnels, familiaux, les amis. Enfin, c'est quelque chose de vraiment prévalent. Dès qu'il y a abondance, ça stimule la compétition. Alors, comment on lutte contre ça? En fait, il y a plusieurs... lutter, je ne sais pas si c'est le bon oui, terme, oui, mais en tout cas, une fois qu'on se dit ça, que le constat est posé. Alors, la première chose à faire, c'est de ringardiser la performance. D'accord. Il faut ringardiser la performance. Si on vous dit que c'est efficace, que c'est efficient, que c'est optimisé, là, il faut tout de suite allumer le signal d'alerte. C'est fragile, c'est fragile. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait plutôt de la coopération, des interactions, et du coup, typiquement dans les écosystèmes, les êtres vivants qui font souvent face à des pénuries chroniques,
des fluctuations très fortes, ils coopèrent. C'est ce qui domine sur Terre. Hein. C'est la coopération qui domine sur Terre, hein, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire de Darwin. Hein. C'est la coopération. Les abeilles, les fourmis. Tout ça, c'est essentiellement, mais même notre métabolisme. Hein. Nous, on est un écosystème ambulant qui coopère. Hein. Nos cellules coopèrent. Hein. Heureusement qu'elles ne sont pas en compétition, ou voire même en collaboration. Elles coopèrent. Hein. C'est vraiment l'objectif commun qui l'emporte sur l'objectif individuel. Et ben, ça, pour moi, c'est une leçon extraordinaire du vivant. C'est en fait, exactement comme le dit Jean-Luc, c'est vivre avec les fluctuations. Avec les fluctuations. Et on est vivant quand ça fluctue. Quand ça ne fluctue plus, c'est de l'eau tiède et on est mort. Donc bye bye les années 80. Comment ça va, Patrick? Ça va fort, hein, très fort. C'est ça, exactement. Ça, ça c'est regarder la performance, on peut commencer comme ça. Une dernière question et on va conclure là-dessus. En quoi c'était important pour vous de participer de collaborer à ce congrès historique pour le monde du coaching francophone? Je peux commencer. Alors moi, je ne suis pas coach, donc du coup, je viens un peu en extérieur. Et justement, on a essayé d'établir des synergies. Alors, votre témoignage est précieux. Je vois bien que ça s'alimente bien. Enfin, avec Jean-Luc, on a déjà discuté. Enfin, on voit que c'est des thèmes qui sont très transversaux. Finalement, cette critique de la performance, elle dépasse largement tous les champs. Et donc, dans le coaching, c'est particulièrement pertinent parce que les coachs, souvent, font face à des personnes qui sont en burn-out ou en pré-burn-out. Donc, en fait, c'est le symptôme d'un monde de la performance, le burn-out. Et du coup, moi, ce que je trouve pertinent dans le coach, c'est que c'est à la fois un symptôme aussi. Plus il y a de coachs et plus ça dit que la société est malade de la performance. Hein, il y a ça aussi. Et c'est aussi un enjeu parce que ça veut dire qu'il faut trouver d'autres moyens, des moyens créatifs, de répondre à ce culte de la performance. Et les coachs, en fait, c'est presque un travail de recherche. C'est un nouveau mouvement, finalement. Et donc, c'est un peu maladroit, parfois. Enfin, il faut aussi accepter le côté innovant qui démarre. Test and learn. Test and learn, exactement. Toujours. Mais du coup, c'est ça qui... Moi, je suis heureux d'y contribuer à ma petite mesure en apportant ces touches de biologie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, Jean-Luc ? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, en fait, je reviens un peu au côté des messages, là. Moi, j'entends, je fais des formations, je travaille pour des écoles de coaching, et j'entends tellement des coachs qui sont là dans la... Ah, il faut que mon client reparte ça, il faut. Et chaque fois que j'entends il faut, je saute au plafond, parce que je dis, mais alors vous n'êtes plus à l'écoute. Et donc, il y a de sortir la performance du côté du coaching, ça me paraît très important. Et ce qu'a dit Olivier, c'est la créativité. C'est offrir un espace de créativité. On ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quel monde on va aller, personne ne le sait. Hein, même s'il y a des gens qui disent, des prédicteurs qui vont dire je sais tout, il n'y a personne qui le sait. Donc on va vers quelque chose de nouveau. Donc on doit être créatif, on doit ouvrir les portes à tout ce qui est possible. C'est la seule chose. Et je crois que vraiment, l'idée d'une rencontre comme on vit à Synergie, c'est ça, c'est ouvrir des portes. Est-ce qu'on va ouvrir des bonnes portes? Je ne sais pas, mais peu importe, on va les ouvrir. Et on va aller vers quelque chose de différent, d'autre, et essayer. Donc vraiment, pour moi, c'est un espace de créativité. Je crois que c'est ça vraiment le principal dans le coaching. Quand j'ai un client qui vient, il est dans une situation qu'il connaît plus ou moins, et encore parfois il ne la connaît pas même, et on va aller vers quelque chose d'autre, qu'il ne connaît pas. Moi, je ne connais pas non plus. Mais on va y aller. On va y aller. On va essayer. Et on verra bien si ça marche. C'est une super conclusion. Je vous remercie infiniment pour votre Merci, contribution. Et puis, je vous souhaite une deuxième belle journée de congrès. Merci. Merci. Merci.